les hommes. Maintenant, bon, le même module civilisation. euh, Maintenant, on va voir le cours par rapport à France, la France au XVIe siècle, d'accord? Bon, par rapport à la France au XVIe siècle, bon, il faut savoir le XVIe siècle, c'est le siècle qui vient après le XVe siècle, et le XVe siècle, c'est la fin du Moyen Âge, d'accord? Bon, le XVIe siècle est très mitigé, ou bien sur le plan politique, religieux et culturel. Beaucoup d'événements ont marqué ce siècle, et a commencé par la succession d'un roi de maison des Bourbons. Bon, le XVIe siècle, c'est le départ ou bien le commencement du règne de la famille des Bourbons, ainsi que l'adversité française avec l'Espagne et les guerres de religion. Tous ces événements ont façonné le paysage du royaume de France politique. Ils ont rendu encore plus solide. Ils ont permis de création d'anti-nations euh, pérennes. D'accord? Bon, ce que vous devez noter, c'est par rapport au XVIe siècle, on est à la fin, je dirais, du Moyen Âge, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres événements, c'est-à-dire qui ont relation avec des événements anciens par rapport, je dirais, Moyen Âge, je dirais bas Moyen Âge, c'est-à-dire du 11e jusqu'à 15e siècle. Par exemple, si on parle des croisades, c'est un événement, il débute bien, était en cours depuis, je dirais, à la fin du Moyen Âge. Il y avait toujours des guerres de croisade jusqu'au XVIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'à la venue du XVIe siècle et le règne de Bourbon, il n'y avait pas cet événement. Au contraire, c'est-à-dire les croisades, elles étaient toujours en effervescence, et avec d'autres je dirais, événements comme la rivalité entre l'islam et je dirais, les chrétiens, qui ont bien sûr qui ont provoqué bien, qui ont engendré les croisades. Il y avait aussi des guerres ou bien des complots et des conflits intestinaux à l'intérieur du royaume, hein, du royaume de France et de la dynastie, bien sûr. Et il y avait d'autres événements c'était à l'extérieur, des invasions, des conquêtes, etc., etc. Il y a aussi des conflits avec la France et l'Espagne, la France et l'Italie. Euh, il y avait beaucoup de problèmes et d'événements. Aussi, il y avait aussi des compromis avec d'autres, par exemple, si l'Angleterre, il y avait aussi des compromis avec d'autres, je dirais, d'autres, d'autres nations. Voilà. La prise de Constantinople par les Ottomans, le plus grand découverte territoriale de l'apport de la navigation. Voilà. Aussi, on cite les fameux, c'est-à-dire euh, explorateurs Christophe Colomb, Magellan et Vasco de Gama. Ces deux, Magellan et Vasco de Gama, ce sont des Portugais, je crois, Vasco de Gama qui a découvert la terre, ou bien, je crois, la terre une terre, il a trouvé, voilà, la ligne qui comporte, je crois, aux Indes, voilà. Et Magellan aussi, il a découvert ce qui est important, c'est que Christophe Colomb, par la découverte de l'Amérique en 492, a changé c'est-à-dire la donne sur le plan politique extérieur, État-nation, européen, etc. Sous l'effet de italianisme, les vieilles revendications voilà, il y avait une revendication territoriale française de la part de la France à l'Italie, qui va engendrer une guerre entre les deux, parce que la France a réclamé des terres qui appartiennent à la France, qui étaient occupées par l'Italie voilà, vers le XVIe siècle. Et les guerres d'Italie incarnent cette tendance depuis la reine de Charles 6, 7, 8, Charles 8, voilà, revendique le royaume de Naples. Voilà, le royaume est revendiqué par
Et puis vous avez le protestantisme, de nouveaux cultes. Voilà, il y avait des entre les protestantismes aussi avec il y avait aussi des problèmes entre les protestantismes, ou bien les protestants et les catholiques. Et qui vient le roi, je crois, le roi qui est, j'ai oublié son nom, qui va calmer et apaiser les tensions entre les deux. Euh, C'est-à-dire il y avait beaucoup d'événements que vous devez retenir. En France, la guerre de religion commence à partir de 1562 et dure jusqu'à 1598. On a le protestant, ce nouveau culte propage en France du début du siècle. Jean Calvin était dans l'obligation de s'exiler au risque de perdre sa vie. D'accord. Maintenant, on passe à un autre événement. Vous avez il y avait aussi des guerres civiles. Hein. La France a connu aussi des guerres civiles à l'intérieur par rapport à, je dirais, le roi Henri, je dirais Henri IV. Et ici, Henri IV, c'est à cause de lui, c'est lui qui a, je dirais, apaisé la tension entre les protestants, pardon, on a dit tout à l'heure, les protestants et les catholiques, c'est grâce à Henri IV qui les a, je dirais, a rendu ce qu'on appelle les choses telles qu'elles sont. Et puis il vient aussi un autre problème qui est problème politique ou bien des guerres à l'intérieur de la France qui s'appelle les guerres je dirais, civiles. La guerre civile, aucune solution n'est envisageable face à l'entêtement des chefs des deux partis. Voilà, il y avait une division bien sûr. Et ça, c'est ce qui a marqué, je dirais, le XVIe siècle. Bien sûr, le règne d'Henri IV, c'est très important. Et l'autorité politique du royaume de France, le XVIe siècle est connu pour avoir été un siècle de guerre pour la France. La première moitié est dominée par le conflit franco-espagnol, alors que la deuxième moitié était une pure guerre civile dont le motif est toute évidence la religion entre protestants et catholiques. Et Henri IV, il va entrer au milieu entre les deux, il va apaiser et il va calmer, voilà, il va il va réconcilier les uns contre les autres. Puis, changement des maisons à partir de d'accord, le royaume de France est resté solide malgré tout ces événements macabres ayant marqué le siècle. Les historiens de l'époque parlent d'obéissance des Français au point de Maximilien Ier, etc. On a évoqué l'importance par rapport au XVIe siècle. Hein, vous devez connaître qu'il était régné par Henri IV et pendant le règne, c'est-à-dire la monarchie a été, je dirais, sur les points de feu, si on peut dire, a connu des conflits à l'intérieur entre protestants et catholiques. Et Henri IV, il va intervenir pour calmer, c'est-à-dire le climat et l'atmosphère. On a connu aussi, on a dit qu'il y avait euh, une tension entre France et l'Espagne. Il y avait aussi une tension entre l'Espagne, et la France et l'Italie qui va engendrer une guerre, qui a mené à une guerre. La cause, c'était la revendication euh, des terres par la France à l'Italie. Et voilà, c'est ça l'essentiel de ce règne. Et vous ajoutez que Henri IV était une personne, je dirais, qui va, qui a hérité c'est-à-dire le, le trône, si on peut dire, il a succédé son père Henri IV, Henri III, ou bien le monarque qui le précède. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Maintenant, on va passer à un autre événement. Maintenant, on passe au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, bon, on a évoqué le XVIe siècle, maintenant au XVIIe siècle.
Le 7e siècle, c'est un siècle qui a de forte confirmation de l'humanisme, de la naissance du cartésianisme. Et ce cartésianisme, c'est par rapport au Descartes, et avec son fameux, c'est-à-dire œuvre, bien ouvrage qui porte le nom du discours je crois, le discours de la méthode, discours de la méthode. Et voilà, 17e siècle, il correspond et représente, je dirais, la montée de l'humanisme, d'accord? Euh, bon, dans cette période, on a est régné par Henri IV, la royauté des Bourbons. Le règne des Bourbons commence à partir du 15e, c'est-à-dire 16e siècle, 1589, avec la mort du roi Henri III. D'accord? C'est-à-dire Henri III, il meurt, il prend sa succession Henri IV, qui n'a rien épargné pour renforcer le camp royaliste catholique. À sa mort, le prince Henri de Navarre lui succède et tente dans un premier temps d'apaiser les esprits en conflit des religieux que vivait la France depuis le XVIe siècle. De son origine navarraise et protestante, Henri III semble plus ouvert à l'idée de réconcilier les Français et mettre définitivement fin à la diversité dans les deux camps, c'est-à-dire entre les protestants et les catholiques. Le projet pacification de la France naît à l'arrivée de ce roi à la tête de l'État, c'est-à-dire Henri III. Hein, Henri III, d'accord? Henri III qui a concilié les deux. C'est pas Henri IV, parce qu'on a dit dans la précédente vidéo, c'est Henri IV, mais normalement c'est Henri III. Et voilà. C'est pas bon 16e siècle, 17e siècle, c'est-à-dire plus, c'est un siècle qui est lié à l'humanisme. Mais on doit parler c'est-à-dire celui qui a régné pendant cette période. Le traité de paix entre les forces belligérantes a été pensé à soumis en français le 30 avril 1595. Qu'est-ce que ça veut dire les pays belligérants? C'est-à-dire les forces belligérantes, si on peut considérer je dirais, je dirais, nation, ou bien peuple, ou bien groupe qui veut entrer en guerre entre les deux, alors ce sont des deux forces belligérantes. Voilà, si on peut citer les catholiques ou bien les protestants, ce n'est pas grave. Cette idée permet de faire deux remarques au sujet du rapport religion-pouvoir en France. Il y a une tension entre les religions dans cette période. Alors, ils n'acceptaient pas, c'est-à-dire la montée de l'humanisme. On a dit que ils ont entravé, ils ont créé des obstacles. Ils voulaient anéantir l'idée de l'humanisme avec tous les moyens. Ils ont considéré que les idées de l'humanisme, ce sont des idées qui attaquent, je dirais, qui sont en contre, je dirais, la volonté de Dieu évoquée dans la Bible et dans je dirais, dans les œuvres, je dirais, religieuses. Alors, ils faisaient n'importe quoi pour que cet événement n'aboutissait pas. Voilà. Le siècle de Descartes et les idées. Le XVIIe siècle, c'est un siècle qui parle ou bien représente cette figure emblématique qui est Descartes avec son chef-d'œuvre qui porte le nom de discours de la méthode. Bon, celui qui n'a pas lu ce, cet ouvrage, je l'invite à lire, parce que moi je l'ai pas fini, j'ai lu je dirais, quelques chapitres. C'est quelque chose vraiment extraordinaire, une littérature classique, mais les idées et les pensées évoquées, ce sont des idées, je peux dire que c'était le père
de tous les indignateurs, ou bien de tout qui veulent, ou bien les patriotes, ou bien tous les révolutionnaires du monde. Leur père, c'était Descartes, parce que il voulait pas que l'homme, c'est-à-dire baisse sa tête, qu'il se terre, hein, qu'il accepte l'oppression, qu'il accepte l'injustice, qu'il accepte les inégalités. Il était tout ça, alors dans cette œuvre, il combat tous ces idées, je dirais, rouillées, si on peut dire rouillées, démodées, voilà. Alors c'était la figure et la personnalité la plus remarquable par rapport à l'humanité, à l'humanisme qu'on doit, c'est-à-dire par rapport dans les yeux des protestants, des catholiques, qu'on doit comment dirais-je, l'attaquer et l'anéantir. Une fracture substantielle dans les idées est posée au monde occidental. Bon, il parle ici l'auteur par rapport à, c'est-à-dire les idées et les pensées de Descartes. Maintenant, le siècle de Louis XIV, l'un des plus grands rois qu'a connu la France, Dieudonné, ou le roi Soleil, a marqué par sa politique progressive le XVIIe siècle, le règne de Louis XIV. Bon, Louis XIV est toujours, c'est lui le roi Soleil que tout le monde, ou bien il témoigne de la richesse, de la prospérité, de l'avancement du génie c'est-à-dire c'est-à-dire que dans ce monarque a réalisé pendant cette période. Bon, il a donné de l'importance à l'art, à la littérature, à la langue, aux artistes, aux peintres. Il a construit des ponts, il a construit des édifices, des châteaux. Il était une bonne représentation à la France à l'étranger, bien pour la France à l'étranger. C'était quelqu'un qui aimait énormément l'art et les gens de culture et intellectuelle. Alors, il était et il sera toujours mentionné par l'histoire et dans tous les livres que ce personnage, Louis XIV, ou bien le roi Soleil, a contribué énormément dans le prestige de la France et l'héritage français. Voilà. Mais ça n'empêche ça n'empêche pas évoquer c'est-à-dire ces points, euh, je dirais négatifs, hein, voilà, ses défauts. Il était une personne, on peut dire, dogmatique, hein, qui est contrôlée par un habitus qui le contrôle, qui le pousse euh, vers la conquête, vers des dépenses colossales pour, pour des guerres, pour entrer en guerre, entrer dans des conflits. Vous savez bien que les guerres, tous les guerres demandent assez énormément d'argent et de financement. Alors, il était, je dirais, il est décédé, il a laissé, c'est-à-dire la monarchie, elle a laissé le pays et l'État ruiné, en dette, endetté énormément jusqu'à, je dirais, si on peut dire, jusqu'à la gorge. Alors, c'était triste, mais ça n'empêche de l'évoquer et bien sûr voilà, et c'était le cas de tous les monarques. Ils ont des côtés, je dirais, positifs et négatifs, mais pour être juste, il a contribué énormément, énormément, et voilà, les conséquences du règne de Louis XIV. Voilà, on a cité les conséquences, c'est pas nécessaire de j'ai anticipé si on peut dire. Merci de votre attention. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et si, je sais pas, vous savez bien que ça c'est une civilisation, des fois on oublie.
Des fois, on est infesté par l'oubli, voilà, c'est tout à fait normal. Des fois, on cite un événement dans un autre endroit parce que on n'est pas des ordinateurs. Bon, j'espère que vous allez tolérer ça. Merci de votre attention, mes amis, et à la prochaine.